Il y a cette histoire assez folle en Asie centrale, avec des expéditions paléontologiques qui ont fait une découverte, Complètement déroutante, ouais. mais vraiment, ils ont trouvé des crânes de dinosaures, donc vieux de dizaines de millions d'années, hein, et ces crânes sont percés de petits trous, Mhm. des trous parfaitement ovales et lisses. Des trucs qui ressemblent à s'y méprendre à des impacts de balles, en fait, ou des rayons à haute énergie. Ce qui est technologiquement impossible à cette époque, évidemment. Voilà. Mm. Le problème, c'est que ces tirs, ils dateraient d'une époque où l'être humain n'était même pas, enfin, n'existait pas du tout sur l'arbre de l'évolution. C'est ça. Et face à une anomalie pareille, la science officielle a plutôt tendance à détourner le regard, quoi. Carrément. On considère que si une pièce rentre pas dans le puzzle de l'histoire, on la jette. Bref, bienvenue dans notre nouvelle exploration détaillée. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a une mission super précise pour ceux qui nous écoutent. On va plonger au cœur d'un ouvrage de 1969. L'année où on a marché sur la Lune, d'ailleurs. Exactement. Le livre s'appelle Soucoupe volante et civilisation d'outre-espace, écrit par Guy Tarade. Et bon, l'objectif ici, c'est pas du tout de prouver l'existence des petits hommes verts. Non, ni de distribuer des bons points, hein. Voilà. Il s'agit plutôt de décortiquer comment l'auteur construit un pont fascinant entre des décennies d'observation d'OVNI et des mystères archéologiques insondables. Et pour bien comprendre le cadre d'analyse de ce livre, il faut saisir une idée très précise de l'auteur. Pour lui, il existe une véritable doctrine mondiale, une croyance tenace qui dépasse complètement les frontières politiques. Et religieuse même. Tout à fait, religieuse, technologique. C'est cette croyance persistante en des visites extraterrestres. Et sa thèse, elle se base pas sur des vagues rumeurs, hein. Non, c'est vraiment documenté. Ouais, il accumule des témoignages saisissants, des traces matérielles. En fait, le livre s'attaque de front au dogme scientifique en montrant que notre histoire est bourrée de ces fameuses anomalies, tu vois, ces pièces de puzzle qui refusent de s'intégrer dans le récit classique. Et pour ouvrir ce dossier, ce qui est marrant, c'est que l'analyse commence pas du tout par l'Antiquité ou la préhistoire. Non, il commence par du récent, enfin récent pour lui. C'est ça, les années 1950 et 1960. Et en lisant nos sources, ce qui frappe direct, c'est le profit des témoins. C'est pas n'importe qui. Grave. On est à milieu du cliché, tu sais, de la personne un peu isolée qui voit une lumière floue au milieu de la nuit. Là, le texte mentionne des profils, mais hautement qualifiés. En fait, la crédibilité de tout le phénomène dans cette première partie, elle s'assoit vraiment sur la compétence technique des témoins. Genre l'observation de peau, là. Ouais, en septembre 1954. Un certain Monsieur Baquet. Le gars est ingénieur. D'accord. Et il observe pendant plus d'une heure une sphère brillante à haute altitude. Et comme il est ingénieur, il fait pas juste une description poétique en disant que c'est joli. Bah non, il donne des détails techniques. Exactement. Il note la présence de quatre tubes dirigés vers le ciel, il évalue les trajectoires, les distances. Un ingénieur, c'est un œil entraîné pour juger les proportions, quoi. C'est clair. Et ça se limite pas à des observations isolées. Il y a aussi ce truc dans les zones ultra sécurisées. L'aéroport de Londres en 1959. Ah oui, l'incident de mars 59. Ouais, une soucoupe jaune survole la zone. Elle descend à genre 65 mètres du sol. Tout le personnel au sol la voit. C'est une observation visuelle massive. Mais le truc fou, Les radars captent rien. Les radars de la tour de contrôle, qui sont quand même faits pour détecter le moindre petit avion, ils restent complètement muets. on est face à un objet physiquement là, mais électroniquement invisible. C'est dingue. Et le niveau monte encore en 1965 dans l'Eure-et-Loire avec Alexandre Ananoff. Prix international d'astronautique, s'il te plaît. Voilà, le mec n'est pas un amateur. Son expertise est incontestable. Et c'est là que l'auteur sort une analogie que j'adore en citant Sikorsky. L'inventeur de l'hélicoptère ? Ouais. À l'époque, les spécialistes disaient à Sikorsky que mathématiquement, son hélicoptère volerait jamais. Et sa réponse, elle est géniale. Il dit, en gros, affirmer qu'une soucoupe peut pas voler avec notre physique actuelle, c'est comme les biologistes qui démontraient par A plus B que le hanneton ne peut pas voler à cause de l'aérodynamisme. Et le hanneton, il vole quand même. Le hanneton s'en fout royalement, hein. Il ignore la physique humaine et il vole. Du coup, ça soulève une question. Si des contrôleurs aériens, des experts voient ces objets, pourquoi la science officielle nous sort toujours cette excuse ridicule du ballon-sonde ? En fait, l'ouvrage explique ça par une distinction super intéressante entre le sens commun et le bon sens. Ah ouais, développe un peu pour ceux qui nous écoutent. Le sens commun, selon lui, c'est la réaction viscérale, la réaction de défense d'une institution. C'est un rejet dogmatique. À mode protection, quoi. C'est ça. On décrète que si une chose viole nos lois physiques, elle n'existe pas, point. Le bon sens, à l'inverse, c'est l'observation méticuleuse des faits, même si ça casse le paradigme. Donc le déni vient de là. Complètement.
Et pour expliquer l'aveuglement des radars à Londres, l'auteur propose l'hypothèse d'une barrière photonique. Un champ énergétique, ça. Oui, ces engins absorberaient ou courberaient les ondes radars. Et face à des instruments muets, la science classique préfère dire que les témoins humains mentent plutôt que d'admettre que leurs propres radars sont technologiquement dépassés. C'est un peu un problème d'ego institutionnel en somme, mais bon, le phénomène se contente pas de juste survoler les aéroports. Ça prend une tournure de thriller militaire dans les sources, quand ça commence à interagir physiquement avec notre environnement. Tu penses à l'incident de la guerre du Vietnam? Exactement. Juin 1968, on parle d'une traque militaire ordonnée par le haut commandement américain. Il s'est passé quoi au juste? Alors, c'est le général américain Creighton Abrams qui voit des objets non identifiés au-dessus de la zone démilitarisée. Et il donne carrément l'ordre à ses chasseurs d'intercepter ces cibles. Donc on n'est plus dans l'observation, on attaque. C'est une vraie opération militaire. Et comme les radars classiques marchent pas, il les traque avec des détecteurs à infrarouge. Ce qui prouve bien leur matérialité du coup, vu qu'il y a une signature thermique. Exactement. Mais la conclusion de cette chasse, elle est dramatique. Dans la confusion, de nuit, les avions américains tirent et touchent leurs propres alliés par erreur. Oh la vache. Ouais, ils coulent une vedette lance-torpille et endommagent gravement un destroyer australien, le Hobart. C'est fou. Ça prouve que le phénomène a une physicalité tellement forte qu'il peut provoquer des morts dans une zone de guerre. Et cette physicalité, elle est encore plus marquante quand les engins se posent au sol. Oui. L'affaire de l'île de la Réunion, en août 1968, avec ce cultivateur Luce Fontaine. Un cas classique de l'ufologie, ouais. Il raconte un truc de dingue, il voit un engin ovale qui flotte à 1 mètre du sol, et dedans, des êtres hauts d'1 mètre, qu'il décrit comme des bonhommes Michelin. À cause de leur grosse combinaison. C'est ça. Flash aveuglant, le vaisseau disparaît. Mais là où ça devient sérieux, c'est que la protection civile débarque avec des compteurs Geiger. Et ils trouvent de la radioactivité. Plein. Sur le sol et, le plus flippant, sur les vêtements du cultivateur. Pour faire une analogie, c'est comme si un cambrioleur invisible réussissait le casse du siècle, mais laissait tomber son reçu de carte bleue avec son nom sur la scène de crime. La trace physique, elle est là, on ne peut pas la nier. Et d'ailleurs, cette radioactivité, elle a résisté aux pluies tropicales pendant des jours. C'était pas un petit bug matériel, c'est l'empreinte énergétique d'une propulsion qui nous est totalement étrangère. Et des fois, la confrontation est encore plus directe. La même année, à Olavarria, en Argentine, des policiers tombent nez à nez avec un vaisseau posé au sol, avec 3 êtres de 2 mètres de haut à côté. Des géants, carrément. Oui. Et là, la panique humaine prend le dessus. Un brigadier ouvre le feu avec sa mitraillette. La riposte. Immédiate. Les entités ont des sortes de sphères lumineuses dans les mains et elles balancent un faisceau qui paralyse instantanément les flics. Bon, alors là, attends, j'ai une grosse objection. Parce que si on lit la suite des sources, on voit que les psychiatres argentins affirment que ces extraterrestres sont hyper pacifiques. Mais d'un autre côté, ils paralysent des policiers et ils causent des tirs fratricides au Vietnam. C'est quoi cette contradiction? Comment on peut dire qu'ils sont pacifiques? C'est vrai que ça paraît super contradictoire, mais l'ouvrage remet ça en contexte. Les experts en psychosynthèse en Argentine disent que ces entités essayent surtout de communiquer par télépathie. Ok. Et leurs actions, même si elles ont l'air violentes, ne visent jamais à tuer intentionnellement. Donc, à Olavarria, le rayon paralysant, c'est... C'est de la légitime défense, tout simplement. Face à une mitraillette, ils paralysent au lieu de tuer. Et pour ces psys, ces interactions musclées annonceraient en fait une phase de transition, un truc nécessaire pour forcer l'humanité à accepter sa place dans le cosmos, vers une sorte de nouvel âge d'or. Bon, admettons cette histoire de légitime défense cosmique. Mais si on suit la logique de l'auteur, ces vaisseaux utilisent une propulsion qui laisse des traces radioactives durables aujourd'hui, d'accord ? Donc s'ils sont venus dans un passé lointain, on devrait retrouver les mêmes reçus sur la scène de crime géologique, non ? C'est implacable comme logique. Et c'est là que l'analyse bascule. On passe de l'OVNI moderne à l'archéologie spatiale, la paléoastronautique. C'est vraiment le cœur de l'argumentaire du livre. Si c'est matériel en 68, ça l'était il y a 10 000 ans. Et là, Guittarad s'appuie sur des scientifiques soviétiques de l'époque, comme Kazantsev et Agreste. Des chercheurs qui étudient les tektites, c'est ça? Exactement.
Pour rappeler un peu, les tectites, c'est des petits fragments de verre naturels qui se forment après des fusions hyper violentes, genre l'impact d'une météorite géante. D'accord. Mais ces chercheurs ont trouvé des tectites antiques dont la composition en isotopes radioactifs ne peut s'expliquer que par une chaleur d'origine nucléaire. Ouais, vraiment. Une fission nucléaire préhistorique. Selon eux, oui. Et Agreste va encore plus loin avec la sonde Zonde 3. Il analyse les photos de la face cachée de la Lune et y voit des cratères alignés avec une précision géométrique de dingue. Comme des tirs en rafale. C'est ça. Il propose l'hypothèse vertigineuse que la Lune porterait les cicatrices d'une guerre intergalactique. Ah ouais, là on frôle carrément l'épopée de science-fiction. Mais ça devient super concret quand le livre redescend sur Terre et scrute nos propres parois rocheuses. L'art rupestre, Oh oui, le Sahara. le massif du Tassili, la fameuse fresque du grand dieu martien. C'est une silhouette massive avec, ce qui ressemble indéniablement à un casque à hublot. Et la Dame Blanche aussi. Oui, avec ce motif d'araignée qui revient tout le temps. Mais le truc qui m'a scotché, c'est en Italie, dans le Val Camonica. Des gravures vieilles de plusieurs millénaires de disques solaires. Enfin, des doubles disques reliés par une barre. Et l'auteur fait le lien avec une observation de 1963. À Aix-en-Provence. Exactement. 2 lycéens voient un engin en plein jour et ils le décrivent pas comme une soucoupe, mais comme un combiné téléphonique. 2 masses symétriques relayées entre elles. Ça matche parfaitement avec les gravures italiennes. Cette concordance des formes, c'est un pilier de la théorie des anciens astronautes. Nos ancêtres documentaient des engins réels avec le vocabulaire visuel de leur époque. Mais là, je dois faire l'avocat du diable. Il faut quand même parler de la pareidolie. Pour notre public, la pareidolie, c'est ce réflexe de notre cerveau de voir un visage dans un nuage, tu vois? Ou dans une tache sur un mur. Voilà. Est-ce que quand un humain de l'ère moderne regarde une peinture rupestre et y voit un cosmonaute, c'est pas juste nous qui projetons nos obsessions technologiques actuelles sur de l'art abstrait? C'est l'argument numéro 1 de l'archéologie classique. Et c'est très juste. Mais l'ouvrage anticipe ça. Il dit que la théorie repose pas juste sur 2-3 dessins de casques qu'on surinterprète. C'est une question d'échelle et de technicité. Comment ça? Prends les pistes géantes dans la cordillère des Andes, au Chili, à plus de 3200 mètres d'altitude. C'est des tracés rectilignes en roche volcanique sur des kilomètres, ou les lignes de Nazca au Pérou. Ah, les fameux géoglyphes. Voilà. L'argument de Tarad, c'est que ces dessins monumentaux n'ont strictement aucun sens visuel quand on est au sol. Pour les chercheurs du livre, c'est pas de l'art abstrait pour des dieux, c'est des balises géométriques, une grille de navigation mondiale conçue pour être vue depuis la stratosphère. Une ingénierie aérospatiale préhistorique, quoi. Mais du coup, si ces balises ont servi à des atterrissages, on devrait avoir des preuves physiques des équipages, non? Des objets, des os? L'auteur franchit le pas, t'inquiète pas. Il expose des artefacts qui, s'ils étaient validés officiellement, réécriraient carrément l'évolution. Parlons des disques de Bayan Karaoula, en Chine. C'est quoi cette histoire de 716 disques de pierre? C'est lié au peuple Dropa, c'est ça? Ouais, les Dropa. Et ces disques sont dingues parce qu'ils fonctionnent visuellement exactement comme des disques vinyles. Des vinyles en pierre millénaires. Avec un trou central et des sillons microscopiques en spirale. Et dans ces sillons, il y aurait une écriture hiéroglyphique miniaturisée. Des savants locaux auraient traduit ça et ça raconterait le crash du vaisseau des Dropa. Et ils ressemblaient à quoi, ces Dropa? Des petits humanoïdes chétifs avec une tête énorme qui auraient fini par être chassés par les tribus du coin. C'est fou. Et il y a aussi le Japon antique, avec les statuettes d'Ogu ou Gémon. J'ai vu dans le texte que la NASA s'y était intéressée. Carrément, parce que ces statuettes d'argile ont un niveau de détail mécanique hallucinant. Elles ont des filtres respiratoires sculptés, des lunettes à fente et des charnières complexes aux articulations. Les ingénieurs de la NASA auraient été fascinés par ces sortes de scaphandres en argile pour concevoir leur propre combinaison. C'est incroyable de se dire ça. Mais le clou du spectacle, le sommet du voyage archéologique, c'est au Mexique. La dalle du sarcophage de Palenque. Ah oui, incontournable. Une dalle de 6 tonnes. Et en dessous, le corps d'un homme de 1,70 m. Ce qui est énorme, vu que ça fait 20 cm de plus que la moyenne des Mayas de l'époque. Et la gravure sur le couvercle. Mais la gravure, c'est un truc de fou. Le gars est incliné en arrière, ses mains manipulent des leviers, il a un embout respiratoire sur le nez, et derrière lui, il y a des motifs qui ressemblent grave à des flammes d'échappement d'une fusée. Pour l'auteur, c'est sans équivoque la représentation technique d'un pilote dans son vaisseau spatio-temporel. Ouais. Mais là, il faut qu'on retourne à notre anecdote d'introduction, parce que là, le livre repousse vraiment les limites. La théorie du paléontologue soviétique Ivan Efremov sur les dinosaures d'Asie centrale. Les fameux trous dans les crânes. Voilà.
Il dit que ces crânes percés comme par des balles seraient la preuve que des extraterrestres ont utilisé des rayons de la mort, des lasers, pour exterminer des millions de dinosaures, pour faire de la place pour implanter des cultures végétales géantes. C'est radical, on est d'accord. Non mais attends, c'est un scénario de série B des années 50, hein. Le saut logique entre un trou dans un fossile et un génocide laser de T-Rex pour faire du jardinage, ça défie le bon sens, non? C'est monumental comme saut, je te l'accorde. Ça divise même les fans de paléo-astronautique. Mais il faut comprendre pourquoi Guittaran met ça dans son livre, la mécanique intellectuelle derrière. Vas-y, éclaire-moi. Efremov, il se base pas juste sur un crâne avec un trou. Il trouve de véritables lits d'ossements, des cimetières fossiles immenses, des herbivores gigantesques et des carnivores féroces entassés ensemble, morts exactement au même moment, foudroyés. Et la science classique explique ça comment? C'est là le souci. Elle peine à expliquer ces morts subites massives. Elle parle de maladies ou de lents changements climatiques, mais ça colle pas avec l'immédiateté des charniers. Donc comme il y a un vide scientifique, Exactement, il y a un appel d'air. C'est l'impuissance de la paléontologie institutionnelle qui pousse ces chercheurs hétérodoxes à chercher les causes extérieures à notre monde. Le laser extraterrestre, ça vient combler cette lacune conceptuelle de la science. ah, je vois, ça nous invite vraiment à prendre de la hauteur sur tout ça. Des radars de Londres aux disques de pierre, des dinosaures aux rayons paralysants. C'est quoi finalement la synthèse profonde de l'œuvre de Taradé? Je dirais que le message fondamental, au-delà de savoir si on y croit ou pas, c'est que ce livre est un miroir de notre psychologie collective. C'est-à-dire? Ça montre que l'humanité refuse, mais viscéralement, d'être un simple accident biologique, un petit truc génétique isolé sur un caillou froid dans le vide. À travers ces théories, on voit une quête spirituelle. On cherche désespérément à se prouver qu'on a une lignée cosmique. On cherche nos parents dans les étoiles pour donner du sens à notre présence ici. C'est tout à fait ça. C'est super beau, je trouve. Et d'ailleurs, pour clore cette analyse, il y a un petit détail subtil dans le texte qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse. Dis-moi. On parlait du symbole de l'araignée sur les sites d'atterrissage, le Tassili Nazca. L'auteur fait une remarque linguistique de dingue. La racine très ancienne du mot araignée, genre aragno ou Iran, elle partage une proximité étymologique avec la racine grecque qui désigne le fer, et par extension, l'aimant. Oh, wow. Du coup, l'araignée, qui tisse sa toile pour relier des points, ça deviendrait la métaphore d'un réseau de forces magnétiques, une balise d'orientation géante. C'est fascinant. Ce qui amène une pensée assez provocatrice pour notre public. Et si les mots de nos langues anciennes, ceux qu'on prononce tous les jours sans y penser, c'étaient en fait les vestiges cryptés d'un savoir technologique oublié? Un manuel de navigation intergalactique caché dans notre vocabulaire. Exactement. Basé sur le magnétisme. Bref, de quoi regarder les vieux dictionnaires et les étoiles d'un tout autre œil. C'est parfois sain de se demander si la pièce du puzzle est défectueuse ou si c'est l'image sur la boîte de notre histoire qui est juste beaucoup plus complexe que prévu. C'est une excellente conclusion. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur des sources. Bonne réflexion à tous et à très bientôt.